Eh bien, nos sorties de cette semaine, c'est le service aux incendies et sécurité civile, parce que je pense qu'un ne va pas sans l'autre et je vais me le faire confirmer par son directeur, Pierre Boucher. Merci beaucoup, Pierre, d'être là. Bienvenue, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Malgré tout, ça va bien? Oui, ça va bien malgré tout. Oui? Oui. Pierre, vous êtes directeur du service incendie et sécurité civile. Les deux vont ensemble, mais les deux ne sont pas exactement la même tâche, malgré qu'il faut penser qu'il y a toute une organisation derrière le service incendie et le service de la sécurité civile. Oui. D'abord, si on parle du service de la sécurité incendie, comment ça se passe? Parce qu'il y a des sorties, et des sorties régulières, parce qu'on vous voit souvent en ville, malheureusement, mais c'est comme ça. Comment vous réussissez à respecter les consignes de la pandémie? Ça ne doit pas toujours être évident là, pour vous, les pompiers, là, de respecter les consignes du gouvernement? Non, tout à fait. C'est certain que c'est pas évident. Par contre, on s'entend pour dire que la sécurité incendie, c'est un service qui est essentiel, donc il faut le maintenir. On ne pouvait pas arrêter ces opérations-là. Donc, on a dû mettre en place là, différentes directives pour rencontrer ce qu'on nous demande comme... Parce que vous ne faites pas exception à la règle, là. Non, on ne fait pas exception à la règle, pas du tout. Il faut diminuer le risque au minimum, c'est ce qu'on a tenté de faire. Mais il reste qu'à quelque part, là, les intervenants doivent intervenir ensemble. On essaie de faire en sorte qu'ils soient le moins près possible l'un de l'autre. Puis s'ils doivent s'approcher l'un de l'autre pour effectuer des tâches, bien, on a des mesures de protection qu'ils doivent appliquer. Est-ce qu'on peut en parler un peu des mesures de protection? Parce que lorsqu'on va sur des lieux d'un incendie, ils n'ont comme pas le choix d'être un à côté de l'autre, mais quand même, ils sont habillés, ils sont protégés. Oui. Bien, peut-être que je pourrais parler globalement là, oui. Des directives qui ont été mises en place, le changement que la pandémie a amené, puisque le gouvernement nous a demandé comment appliquer. Bien, premièrement, il faut remarquer, là, on est dehors, on a sorti un camion, notre bus se fait ici, pas dans la caserne. Nos casernes ont été fermées, excusez-moi, je vais juste arrêter la sonnerie. Oui. Nos casernes, celles de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace, là, ont été fermées au public et même aux pompiers. C'est-à-dire que les pompiers sont autorisés à entrer dans le bâtiment uniquement s'ils sont appelés pour une urgence, pour une intervention. On ne veut pas que nos milieux de caserne deviennent, en fait, un milieu de transmission ou une courroie de transmission. Il faut vraiment protéger ce service essentiel-là. Donc, les pompiers ne sont plus ennemis dans les casernes, sauf pour les urgences. Quand on a une urgence maintenant, c'est sûr qu'à l'entrée de la caserne, il y a une désinfection. Dans la caserne, ils doivent tenir une distance de 2 mètres pour se préparer, s'habiller. Par la suite, bien, les pompiers embarquent dans les camions. Ça, c'est une équipe pour travailler. Nécessairement, ils vont être à moins de 2 mètres. On doit vivre avec ce risque-là. Et sur place, ces pompiers-là vont demeurer ensemble. Ça va être une équipe qui ne se mélangera pas avec d'autres. Puis, s'ils travaillent à proximité, encore là, ils vont devoir porter ou appliquer des mesures de protection, comme carrément endosser notre appareil respiratoire, ou qui est, pour nous, là, mieux qu'un masque N95 ou un masque là, de protection. Beaucoup plus efficace. Oui, c'est beaucoup plus efficace. On l'a déjà, les pompiers ont ça sur eux, donc ils le portent tout simplement. Puis on utilise des bouteilles d'air qu'on remplit. C'est la façon de faire. Si jamais on avait malheureusement un cas ou une problématique où un pompier serait en contact avec quelqu'un qui est positif ou que lui-même l'est, bien, il y aura juste l'équipe avec qui il a travaillé, qui aurait de l'isolement. Donc, ça protège les autres équipes, ça protège le service essentiel. En gros, là, c'est un résumé, là, mais des mesures qu'on a mis en place. Est-ce que vous avez été obligé de former vos pompiers pour ça ou si ça fait partie de la formation déjà de base d'un pompier? Il y a une partie, on n'a pas eu besoin de les former. On a émis des directives claires. On n'a pas eu besoin de former les pompiers. Dans la formation de pompiers, les pompiers ils apprennent là, tout ce qui est désinfection, nettoyage, remise en fonction des équipements, des instruments. Ça fait partie de notre day-to-day. Quand les pompiers reviennent en caserne après une intervention, ils ont beaucoup de tâches à faire pour remettre en service les équipements. Mais c'est une désinfection, c'est un nettoyage. Oui, c'est ça, je voulais vous demander. On faisait déjà ça. C'est ça, il faut vous désinfecter tous les équipements. Oui, on faisait déjà ça.
Là, on a juste ajouté quelques éléments. Vous comprenez que quand on a terminé avec un véhicule, bien, le véhicule va être désinfecté au complet, ce qu'on ne faisait pas nécessairement avant, c'est-à-dire désinfecter le volant, les boutons. Avant, on faisait un nettoyage, mais une désinfection finale pour dire on a scellé le véhicule, tout est correct. Fait que quand les prochains intervenants vont arriver, pour une autre urgence, bien, le véhicule, c'est sûr qu'il n'a pas été retouché. Bien, on a dû ajouter certains éléments comme ça. Mais ça fait partie d'une formation de pompiers, là, des procédures de nettoyage, de décontamination, de désinfection. On est équipé pour ça. OK. Pierre, plusieurs disent que ce ne sera jamais plus comme avant. Est-ce que pour le service incendie, ce ne sera plus jamais comme avant? C'est difficile de répondre à cette question-là. Hein. On n'a pas changé notre façon de travailler parce qu'on était déjà habitué de le faire comme ça. On est en contact avec les gens, on est en contact avec les contaminants. Là, on est en contact avec les virus, mais c'est les mêmes façons de travailler. Pour les services incendie, je ne suis pas convaincu qu'on va avoir une autre façon de faire parce que ce qu'on faisait, on le fait encore et ça se colle déjà bien, très bien et avant. ça se colle bien à la situation. Donc, c'est sûr que les mesures, pas d'isolement, mais qu'on a interdit l'accès aux casernes pour l'instant, exception des interventions, ça va être levé un jour. Mais je serais surpris que ça change pour nous. Mais pour la société, c'est clair que notre façon de vivre, de travailler socialement, il y a des éléments qui vont rester de la pandémie. On a de nouvelles façons de faire, on est tout inventif, là. Oui. Bon, bien, ça, on est convaincu qu'il va rester plein d'éléments. Dans l'organisation administrative, plus que l'intervention des pompiers, je parle au service incendie, oui, il va rester des éléments qui vont découler. On va se servir de cette expérience-là. Oui, ça c'est clair, Dans notre préparation, c'est clair aussi. Mais dans l'intervention en tant que telle, quand vous voyez passer les camions, ça ne change pas vraiment grand-chose pour nous autres. Et on va garder la sécurité civile pour la deuxième partie de notre entrevue, mais le travail de pompier a aussi beaucoup changé parce qu'on le voit beaucoup aussi intervenir des lieux d'accident que le pompier ne faisait pas avant. Alors, c'est une autre partie du travail que le pompier devient comme un élément très essentiel dans une ville comme la nôtre. Oui, tout à fait. Le métier de pompier s'est diversifié, si on peut dire. Il y a le milieu de l'urgence, en tant que tel globalement. Donc, on a l'ambulance, la police, l'incendie. D'accord? On comprend bien que l'ambulance vont transporter des gens aux hôpitaux, vont porter les premiers soins. La police s'occupe de la sécurité publique globalement, les individus envers les autres. Puis tout le reste, bien, c'est le service incendie. Donc, tout ce qui est évacuation, sauvetage, ce n'est pas les polices ou les ambulances qui le font, c'est le service incendie. Et on est équipé pour ça maintenant. C'est un exemple de tâche qui s'est ajouté. Mais les inondations, les matières dangereuses, les tempêtes, hein, les tempêtes où on intervient dans ces cas-là, où on vient appliquer ou aider sur certaines mesures d'urgence, font partie des tâches qu'on a maintenant. Là. Mais le métier de pompier a beaucoup changé depuis quelques années. Beaucoup, oui, effectivement. Et ce sont un service essentiel qu'on ne pourrait pas se passer aujourd'hui parce que, justement, par rapport aux interventions que vous faites maintenant, je ne savais pas qu'il y en avait autant, par exemple. Oui, bien, j'en ai nommé quelques-unes. Il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. Oui. On va s'arrêter, Pierre, quelques instants, puis on va parler de sécurité civile, parce que je pense, et vous reconfirmez si j'ai raison, qu'un ne va pas sans l'autre. Disons que c'est complémentaire. Alors, on va en parler dans quelques instants. Oui. Alors, on revient tout de suite après la pause avec le directeur du service incendie et de la sécurité civile, M. Pierre Boucher. 0. Et je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est M. Pierre Boucher, qui est directeur du service incendie et de la sécurité publique de la ville de Montmagny. Pierre, on a parlé du service incendie. Maintenant, on va, comme deuxième partie, parler de la sécurité civile. Moi, et je l'avoue, je suis peut-être un peu moins informé par rapport à la sécurité civile, mais un ne va pas sans l'autre. C'est quoi exactement la sécurité civile? Comment ça se définirait? La sécurité civile, c'est une préparation à des mesures d'urgence. Je vais plutôt donner des exemples, peut-être qu'on va mieux le comprendre. Là.
Si on est dans une situation d'inondation, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, les pompiers peuvent intervenir en inondation, mais c'est pour faire des tâches de sauvetage, de protection des personnes et des biens. Mais donc, si survient une inondation, ça rentre dans le cadre de la sécurité civile de la population. Cette inondation-là peut être localisée, être juste pour un secteur, mais pour être pour un grand territoire. Donc, on va avoir à déployer des mesures d'urgence pour y faire face. D'accord? Qui pourrait aller jusqu'au décret de mesures d'urgence par le maire ou par le conseil, qui nous donne des pouvoirs à ce moment-là pour faire face rapidement à cet événement-là. La sécurité civile, c'est une préparation pour faire face aux différents aléas à laquelle la population est vulnérable. Là, je donne des exemples. Je vais parler d'inondation, mais on peut parler de tempêtes, de vents violents, de déraillement de train, matière dangereuse, de feux de forêt, tremblement de terre, qui en est un bon aussi. À ce moment-là, quand des événements comme ça surviennent, bien, il n'y a pas juste un service incendie qui est appelé à intervenir. On va avoir besoin de plusieurs corps de métier, si je peux le dire comme ça. Exemple, si on a des gens évacués, bien, on va devoir avoir là, des gens de notre organisation qui s'occupent du service aux sinistrés pour relocaliser ces gens-là, soit dans un centre d'hébergement temporaire ou dans un autre lieu qu'on aurait trouvé. On va avoir besoin de services techniques en inondation, comme les travaux publics, pour canaliser l'eau ou défaire des digues, des glaces qui sont accumulées. On va avoir besoin probablement du service de police aussi, puis dans certains cas même du service de santé, qui sont des éléments qui sont externes à notre organisation, mais que c'est nous qui coordonnons. Les municipalités sont responsables de la sécurité sur leur territoire. Okay? Ça ne dépend pas du gouvernement, du provincial ou fédéral, ça relève des municipalités. Et ces municipalités-là doivent agir en fonction des lois qui sont gouvernementales qui sont émises. Okay. Donc, il y a une loi sur la sécurité incendie, mais il y a une loi sur la sécurité civile. Cette loi-là dit aux municipalités, vous devez vous préparer pour faire face aux différents aléas. Donc, vous devez avoir un plan de mesures d'urgence local que vous pourrez sans même de déployer quand surviendra un aléa. Donc, on se prépare aux aléas principaux qui vont survenir. Donc, on a des plans prêts pour faire face à une inondation. Donc, exemple, en préparation, en prévention pour prévenir une inondation, mais s'il y en a une en intervention, qu'est-ce qu'on va faire? Et par la suite, il va falloir rétablir la situation, qu'est-ce qu'on va faire en rétablissement? Bon, bien, on fait des préparations comme ça pour toutes les aléas qu'on pense qui peuvent survenir sur le territoire, dont une pandémie. Bien, c'est ça. Ma question, c'était ma prochaine question. La pandémie, vous n'avez pas été formé, vous n'avez pas... C'est la première fois que ça arrive. C'est quoi votre plan? C'est quoi? Est-ce que vous aviez un plan? En fait, c'est la deuxième fois que ça arrive, à ma connaissance à moi. Mais 2008, là, le H1N1, oui. Où est-ce qu'on s'était préparé un plan d'intervention pour une pandémie. Bon, c'est sûr que cette pandémie-là avait été somme toute quand même mineure, mais c'était la même préparation, on s'était préparé à ça. Et on a fait évoluer avec les années notre plan d'intervention pandémie pour continuer d'être prêt, parce qu'on est obligé par le gouvernement, par la loi, à être prêt. Donc, quand il est survenu celle-ci, on a simplement ressorti notre plan d'intervention. Mais quel genre de préparation, Pierre, que vous avez pour... Parce que c'est un virus, là, c'est pas comme une inondation, c'est moins... On se prépare, il y a deux éléments. On se prépare à quel va être l'impact à l'interne dans notre organisation, le fonctionnement de la ville, donc de chacun des services, que ce soit l'incendie, les travaux publics, les ressources humaines, les finances, les loisirs, etc. OK? Donc, l'interne. Et il y a l'aspect civil, social, donc la population en tant que telle. Qu'est-ce que ça va emmener comme impact sur le territoire? Bien, on a des impacts qui vont être économiques, on va avoir des impacts qui sont psychosociaux, on va avoir des impacts de santé, hein, de cas. Comment on se protège de ça? Fait que nos plans prévoient ces éléments-là. Si je reviens sur l'impact interne dans notre fonctionnement, il faut s'assurer d'être capable de continuer à donner le service. Quels sont les services essentiels qu'on va maintenir, qui sont déjà prévus dans notre plan? De quelle façon on va faire pour les maintenir? En gros, c'est ça un plan là, pour faire face à une pandémie. À chaque conférence de presse, on vous voit avec le maire, avec Félix Michaud, le directeur général.
Donc, vous êtes vraiment trois personnes là, dans un temps de crise comme on vit là, essentiel à la Ville de Montmagny. C'est le maire, c'est le directeur général et le directeur de la sécurité civile des services incendies. C'est plus que ça. Nous, on est les gens qui transmettons l'information de par les fonctions qu'on a. Mais la sécurité civile en tant que telle, il y a un coordonnateur. On a un organigramme de sécurité civile, donc il y a une préparation. Donc, il y a un coordonnateur qui est identifié. Dans ce cas-ci, pour la pandémie, c'est moi. C'est soit moi ou le directeur général qui est coordonnateur. D'accord? Puis, on a des chefs de mission. OK? Donc, un chef de mission pour les services techniques, pour les ressources humaines, pour les services aux sinistrés. Donc, pour services aux sinistrés, je reprends cet exemple-là, le chef de mission, c'est le directeur des loisirs. Donc, lui a son plan de prêt pour les services qu'il va avoir à donner aux sinistrés ou à voir quel service qu'il pourra leur emmener. Présentement, il s'occupe beaucoup de tout le volet organisme de bénévoles ou de soutien à la population, comme la frontière, par exemple. Où est-ce que ces gens-là vont s'occuper pour les gens les plus démunis, que ce soit d'emmener des denrées ou de trouver des sous ou du support. Donc, Jean-François fait le lien avec ces organismes-là et s'assure que nos sinistrés reçoivent le minimum là, dans le cadre qu'on est capable de faire. Est-ce qu'on était prêt, la Ville de Montmagny, la sécurité civile, est-ce qu'on était prêt à faire face à une situation comme ça? Et est-ce qu'on peut se dire qu'on est en sécurité, tout le monde, actuellement, chez nous? Oui, tout à fait. Oui, la réponse est claire, c'est oui. On était prêt, on avait un plan. Je suis content de vous l'entendre dire. Pas toutes les municipalités qui avaient un plan pour la pandémie. La plupart étaient à le préparer. Vous savez, la loi sur la sécurité civile oblige des éléments aux municipalités. D'accord? Donc, d'avoir un plan de mesures d'urgence rédigé en fonction. Puis, il y a deux autres éléments qu'on nous oblige, c'est d'avoir un système d'alerte et de mobilisation et d'avoir prévu les secours minimaux aux citoyens. D'accord? Donc, un système d'alerte et de mobilisation, on en a mis un en place, qui est CITAM, que je parle à tous les points de presse dans le cadre de la pandémie, où j'invite les gens à se rendre sur les sites Internet de Montmagny, Cap-Saint-Ignace et l'Île-aux-Grues, un ou l'autre, puis de s'inscrire à ce système-là pour recevoir des alertes par téléphone, texto, courriel. Comme ça, on peut tenir informer la population. Mais ça, c'est une obligation qui découle de la loi. Puis les secours minimaux, un exemple, on doit avoir prévu des centres d'hébergement temporaires, si jamais il faut évacuer des gens, pour pouvoir le recevoir. Donc, ces éléments-là sont en place. Dans le day-to-day pour la pandémie présentement, à tous les jours, on a ce qu'on appelle une table de coordination, un cycle de gestion. Donc, tous les chefs de mission de chacun des domaines, pour chacun des enjeux, avec moi qui coordonne la rencontre. On se voit en virtuel, là. Vous comprenez? Ça, c'est une adaptation. Ça aussi, c'est une autre adaptation. Donc, on se voit en virtuel à tous les après-midi après le point de presse de M. Legault. On voit si on a des nouveaux éléments, des nouveaux enjeux. On établit les priorités sur lesquelles on va devoir travailler pour les prochaines 24 heures. Qui va le faire? Et le lendemain, on fait un état de situation sur ce qu'on avait à faire dans les dernières 24 heures et maintenant quels sont les nouveaux enjeux. C'est comme ça qu'on le gère. Et on fait là, 2 fois par semaine un suivi au conseil sur ce qui est les enjeux qu'on a à traiter sur le territoire. En quelques secondes, vous allez retenir quoi de cette expérience-là, Pierre? Oh, une bonne expérience. Une bonne expérience. Ce que je vais retenir, je vais être capable de dire que j'étais là quand ça a passé. Mais à qui je vais dire ça? À tout le monde qui était là quand ça a passé. Mais c'est intéressant, ça nous donne beaucoup d'expérience. C'est une belle expérience quand même, malgré tout. Là, oui, je ne veux pas banaliser la situation, là. C'est pas ça. Puis je ne veux pas dire que c'est le fun. C'est pas ça non plus. Non, j'imagine. C'est une expérience enrichissante. C'est beaucoup de responsabilités quand même. Beaucoup de responsabilités, oui, c'est ça. Mais je suis content, on était prêts. L'organisation à la ville, c'est pas juste le service incendie. On était prêts à travailler sur un élément comme ça. On était prêts à réagir. Bien entendu, tout n'est pas en place. On ne peut pas imaginer tout ce qui va se passer, mais on avait la structure pour y faire face et être capable de réagir promptement. Mais je pense que les gens vont être contents de vous entendre aujourd'hui, qu'on était prêts. J'espère bien. Merci beaucoup, Pierre Boucher. Belle entrevue. J'ai appris beaucoup sur la sécurité civile. Un plaisir. Voilà, notre invité aujourd'hui, Pierre Boucher, directeur général de la sécurité incendie et sécurité civile. Oui, pas directeur général par contre.
directeur de service incendie et sécurité civile. Mais pour moi, c'est la même chose. Merci beaucoup, Pierre. C'est plaisir. Voilà, on s'arrête.